Bonjour Clément Coulon. Bonjour. Alors vous êtes candidat pour ces élections législatives anticipées pour les Républicains et non pas le Rassemblement national avec les Républicains, on y reviendra évidemment. Je vais commencer par vous demander de vous présenter. Alors, Clément Coulon, j'ai 29 ans. Je suis président des Républicains de la Sarthe. Je suis engagé depuis maintenant un peu plus de 15 ans au sein de ma famille politique en Sarthe. J'ai pris part à un certain nombre de combats au niveau national, au niveau local. J'ai été candidat sur des municipales, des départementales. Et donc, oui, l'engagement politique irrigue et rythme ma vie déjà depuis quelques années. Et donc c'est pour ça que vous êtes réengagé. Comment vous vous êtes dit tiens je vais y aller parce que c'est pas forcément évident là après cette dissolution. Ah, alors pourquoi être candidat? Pour la simple et bonne raison que je ne peux pas me résoudre au choix qui, d'ailleurs, n'en est pas un, qui était proposé aux électeurs. À savoir, si vous n'êtes pas macroniste et que si vous n'êtes pas extrémiste, il faut avoir aussi un choix qui vous est proposé. C'est la raison pour laquelle je souhaitais porter ma candidature, une candidature ancrée dans ce territoire qui m'a vu grandir, qui m'a vu naître, dans lequel j'ai mes racines et je pense que c'est essentiel aussi pour moi de pouvoir servir ce territoire, servir ces gens qui travaillent dans ce territoire du Nord-Sarthe. Vous avez grandi sur la circonscription. Vous. Exactement. Alors on va évidemment parler des Républicains pour histoire de mettre les choses au clair, puisque on l'a vu dans l'actualité, dans la vie politique, il y a eu une scission qui s'est faite au sein des Républicains, notamment opérée par Éric Ciotti, qui a choisi de s'allier avec le Rassemblement national. Déjà, comment vous l'avez géré, vous, en interne, et est-ce que vous êtes clair là-dessus? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de scission. Il s'avère qu'il est parti. Il pensait partir avec beaucoup de monde, mais finalement il est parti tout seul ou avec une seule députée des Alpes-Maritimes. Donc forcément, je pense que l'effet escompté est assez limité. Après, au niveau local, ça a été assez clair. On a réuni le comité départemental. J'ai tenu à réunir le comité départemental avant de m'exprimer dans la presse parce que, contrairement à d'autres personnes, et je le cite notamment lui, Éric Ciotti, je pense que la démocratie au sein d'un parti politique, c'est pas accessoire et que lorsqu'il y a des décisions aussi importantes que celles de la ligne politique, il est important de consulter l'ensemble des cadres de la famille politique. Et donc, dans le cadre de ce comité départemental, les choses ont été très claires. Pas de compromission et on reste en totale indépendance. Pas de pacte avec Macron, pas de pacte avec le RN de Marine Le Pen. On a notre ligne de conduite et on s'y tient. Et pourtant, il y en a quand même qui utilisent le logo des Républicains avec le Rassemblement national. Alors, ils n'utilisent pas le logo des Républicains exactement. Ils essayent de jouer sur quelque chose d'un petit peu flou avec Républicains à droite parce qu'ils savent que sinon, il va y avoir des suites en justice parce qu'il n'y a qu'une seule commission nationale d'investiture, celle qui, par ailleurs, m'a investi sur la première circonscription de la Sarthe. Donc voilà. Après, moi, je pense que tout ça aussi contribue à baisser un petit peu le débat politique. Moi, le premier, je suis navré. Je suis navré pour les électeurs. Parce que la réalité, c'est qu'ils méritent mieux. Ils méritent que l'on parle de leurs problématiques, des problèmes qu'eux ressentent au quotidien, plutôt que de parler de toutes les combinaisons d'arrière-boutiques politiques qui intéressent en réalité assez peu de monde. Est-ce que pour les Républicains, c'est pas plus difficile aujourd'hui d'être audible dans trois grands blocs qui se sont formés et vous, au final, qui êtes à l'extérieur? Alors oui, je vais pas vous dire le contraire, forcément par rapport à il y a 15 ans, la situation politique a évolué, mais comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, je ne me résigne pas en fait au principe des trois blocs, parce que Emmanuel Macron est aussi responsable de cette situation. Il a fait monter les extrêmes, de droite comme de gauche, pour en fait assurer sa réélection dans le cadre du second tour. Aujourd'hui, il y a un rejet très net de la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, forcément, comme il a expliqué, mes opposants, ce sont les extrêmes de droite comme de gauche. Forcément, lorsqu'on ne veut pas voter Macron, il faut voter extrême. Eh bien, moi, je souhaite pouvoir porter la voix de ceux qui souhaitent faire le choix du sursaut, mais un sursaut républicain ancré dans les territoires. Et il ressemblera à quoi ce sursaut républicain? Alors, ce sursaut, je pense que c'est déjà une candidature ancrée dans les territoires parce qu'on a un certain nombre de personnes qui sont déconnectées des réalités. Moi, je me verrais pas faire de la politique ailleurs qu'en Sarthe. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas accessoire. On n'est pas là pour dire je vais dans telle circonscription parce qu'il y a
des capacités électorales. Et je pense qu'on a besoin aussi d'être en phase avec les électeurs, de connaître, de ressentir. Et je pense que ce n'est pas des combinaisons politiques. Et je pense que ça, déjà, de base, c'est l'essentiel de l'engagement politique, parce qu'on ne peut pas défendre un territoire, représenter un territoire à l'Assemblée nationale si on ne le connaît pas, si on n'y a pas vécu et senti en fait les problématiques qui sont celles du territoire. Et aujourd'hui, vous, le 7 juillet élu député, c'est quoi vos priorités à vous ? Alors moi, j'ai 5 grandes priorités dans le cadre programmatique. Alors après, rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de grandes annonces populistes comme certains peuvent en faire à gauche en expliquant ah oui, nous vous allez voir ce que vous allez voir au lendemain des législatives, il va y avoir la retraite à 62 ans d'un coup, tout de suite du RN, vous inquiétez pas, on va régler vos problèmes. Moi, j'ai un discours qui est celui de la vérité et du sérieux, qui est dans la lignée de ce qui a toujours été dit par la droite. Donc, naturellement, j'ai 3 priorités. Mettre fin à l'immigration incontrôlée. Je pense que les Français ont eu, à l'occasion de plusieurs sondages, l'occasion de s'exprimer à ce sujet-là. Défendre les territoires ruraux aussi. C'est quelque chose peut-être de différent par rapport à un certain nombre de personnalités politiques, parce que les territoires ruraux sont les grands oubliés depuis trop longtemps. Soutenir l'âme de nos campagnes, les agriculteurs. Et ce n'est pas parce qu'ils ne manifestent plus, que les tracteurs ne bloquent plus les autoroutes qu'il faut les oublier. Je pense que c'est essentiel d'avoir des politiques qui sont présents et qui seront des acteurs fidèles et sur lesquels ils pourront s'appuyer à l'Assemblée nationale. En finir avec la délinquance également, parce qu'on a des vraies problématiques d'insécurité qui commencent également à gangréner nos territoires ruraux. Et enfin, arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. Naturellement, je pense au sérieux budgétaire, parce qu'on a Emmanuel Macron qui a mis la France au bord de la faillite avec 1000 milliards de dettes, et on a d'un côté LFI qui prévoit des centaines de milliards d'impôts supplémentaires, et le RN qui propose, lui, de son côté, de la dépense publique à n'en plus finir. Donc moi, je serai le candidat du sérieux budgétaire, parce que je raisonne également avec le bon sens sartois, le bon sens du paysan sartois. L'argent gratuit, ça n'existe pas, et à la fin, il faudra payer la facture. C'est le sérieux, c'est le sérieux. De toute façon, ça a toujours été un petit peu là-dessus qu'a joué les Républicains, le sérieux face à d'autres choses. Alors, on peut parler aussi d'autres problématiques locales, évidemment, les déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on fait demain pour les déserts médicaux ? Alors pour les déserts médicaux, je pense que c'est essentiel, et moi, par exemple, ça fait partie de mes priorités quand j'évoque les territoires ruraux. Et donc, en fait, il y a une proposition assez simple, à savoir que les jeunes internes, qu'on les oriente pendant 1 année sur les territoires carencés, pour pouvoir essayer de permettre à des milliers, des millions de personnes qui aujourd'hui n'ont plus de médecins traitants. Et je pense que les orienter dans ce cadre-là, ça me semble être une bonne réponse, dans la même veine que ce qui est fait, par exemple, pour les enseignants qui vont dans les zones d'éducation prioritaire, qui vont en région parisienne pour essayer de prendre des points. Et je pense que ça peut être une proposition, voilà, de dire, ben voilà, c'est aussi prendre part à la société. Et je pense que lorsque l'on est médecin, on a aussi la volonté de rendre service à la population, et je pense que philosophiquement, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais on ne conditionne pas les médecins, on ne leur dit pas « vous êtes obligés d'aller là-bas ». Alors, naturellement, je pense que tout ça doit se faire aussi avec des négociations avec eux. En fait, la réalité, c'est qu'on ne peut pas dire d'un bloc eh bien ça va se passer comme ça, on s'en fiche de votre avis, voilà comment ça va se passer. Je pense que tout ça se négocie. On peut aussi, je pense, faire de la politique avec les milieux professionnels. Et donc, je pense que tout ça peut se faire également avec les ordres des médecins, avec les représentants des étudiants également en médecine. Mais je pense que eux aussi, peut-être même eux les premiers, ont des difficultés à se soigner. Et donc, naturellement, je pense qu'ils seront tout à fait conscients de l'impératif qu'il y a de pouvoir proposer une offre médicale de qualité dans nos territoires. Rester dans cette dynamique de concertation. Exactement. Si vous êtes député le 7 juillet prochain, qu'est-ce que vous voudriez faire en dehors du parti ? Est-ce qu'il y a une commission qui vous intéresse ? Est-ce qu'il y a des sujets plus que d'autres ? Alors, si vous avez eu le temps d'y réfléchir, ce qui n'est pas évident. Alors là, forcément, c'est une campagne express. Après, voilà, j'ai évoqué des priorités. Moi, après, j'ai quelques particularités
sont pas liés à des commissions, parce que les commissions sont liées aussi aux groupes qui sont répartis, etc. Moi, j'ai quelques sujets qui me tiennent à cœur, celui de l'agriculture. Naturellement, parce que c'est aussi mes racines familiales. C'est pas juste une opportunité électorale. C'est que voilà, je suis né dans le Nord-Sarthe, dans une famille d'agriculteurs. J'ai moi-même fait les moissons. J'ai travaillé pendant des étés quand j'étais très jeune ici. D'ailleurs, non loin de Sillé-le-Guillaume. Et je pense que c'est essentiel de pouvoir les soutenir, de les encourager, parce que c'est un métier qui est très difficile, qu'ils ont beaucoup de réglementations, beaucoup de normes, et je pense qu'il est essentiel qu'on ait des députés, une représentation nationale qui puisse être à leur côté et ne pas rajouter de la difficulté déjà aux directives européennes qui sont assez complexes. Simplification administrative. Exactement, aussi. Simplification administrative, stopper l'inflation des normes, arrêter la surtransposition, des propositions aussi simples que celle-là. Après, moi, j'ai d'autres thématiques, peut-être aussi surprenantes qu'elles puissent être. Je suis passionné de sport. Et je pense que... Le Mans FC, notamment. Je crois qu'il y a quelque chose avec le Mans FC. Exactement. Et naturellement, je pense que c'est quelque chose sur lequel on entend assez peu les politiques, le sport. Eh bien, moi, je considère que c'est important qu'on ait une nation sportive. Alors, il faut essayer aussi de revaloriser la place du sport dans la société. Je ne parle pas spécialement qu'à l'école, mais essayer de valoriser toutes les personnes pour les encourager à avoir cette envie de pratiquer du sport, parce que le sport, c'est aussi des belles valeurs qui sont transmises, et je pense que c'est essentiel d'avoir une nation sportive qui puisse aller de l'avant, et j'espère en tout cas qu'avec la perspective en tout cas de l'Euro et des JO de Paris, on pourra avoir une belle dynamique dans la foulée. Nous sommes dans une radio en milieu scolaire, vous le savez, alors on a demandé à des collégiens de vous poser des questions, à une collégienne, entre autres Lola. On a décidé que c'était aussi à eux de poser des questions, et c'est 2 questions qui sont posées à tous les candidats. On écoute la première question de Lola. Selon Education.gouv, en février 2024, 100 écoles et établissements étaient volontaires pour essayer l'uniforme, à l'école, au collège et au lycée. Et le gouvernement souhaitait généraliser la tenue commune en 2026. Qu'en pensez-vous ? Si vous êtes pour, comment le mettriez-vous en place ? Et d'après vous, est-ce que ce serait aux familles de payer ou à l'État ? Alors, sur l'uniforme à l'école. L'uniforme à l'école, alors c'est un sujet passionnant. Je pense que c'est quelque chose qui est important, mais sur ça, encore une fois, je pense que c'est important aussi de laisser la place à la concertation. C'est-à-dire qu'il faut permettre, moi j'y suis favorable à l'idée de l'uniforme, et encore une fois, il faut peut-être permettre aux chefs d'établissement aussi de pouvoir avoir une concertation dans ce cadre-là. Alors naturellement, quand on dit l'uniforme, c'est une tenue similaire. Ça ne veut pas dire uniforme comme il y avait il y a 100 ans dans les écoles, attention. Pas de caricature de ce point de vue-là, mais je pense que voilà, c'est un peu sur le même principe qu'à l'américaine. Ça peut être des suites, c'est pas obligatoirement le blazer. C'est ce qui s'est fait dans les expérimentations d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je pense que voilà, pour le lycée Paul Scarron, ça pourrait être tout à fait sympa de pouvoir solliciter les élèves, les lycéens, de leur dire, ben voilà, est-ce que vous voulez proposer des coloris, proposer un logo, proposer un certain nombre de choses, et je pense que ça peut être assez ludique de pouvoir faire ça. Et par ailleurs, je pense qu'il est plutôt une bonne chose en tout cas de pouvoir gommer les différences entre les uns et les autres, mais sans pour autant que ce soit caricaturé. Et on passe à la deuxième question de Lola. D'après Ipsos, 60% des jeunes de 18 à 24 ans se sont abstenus aux dernières européennes. Que faire pour que les nouvelles générations s'intéressent à la politique d'aujourd'hui ? Et ça, c'est une question intéressante, d'autant plus que vous êtes jeune vous aussi. Comment on intéresse les jeunes à la politique ? Qu'est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire ou pas aussi ? C'est notre question. Alors, une bonne manière, je ne pourrais pas me prétendre expliquer la solution à l'abstention dans la jeunesse. Moi, j'ai commencé à faire de la politique à un âge où je ne pouvais pas voter. Aujourd'hui, je pense que pour engager la jeunesse, il faut tout d'abord l'écouter. Il faut l'écouter, il faut la comprendre, et pas simplement lui dire « oui, venez dans les meetings politiques, vous vous mettez sur le côté, vous applaudissez et à la fin vous rangez les chaises ». C'est pas la vision que j'ai de la politique, et pour autant, je ne souhaite pas tomber dans le jeunisme. C'est pas parce qu'il y a des jeunes qui s'engagent en politique qu'il faut tout de suite les bombarder en poste à responsabilité. Je pense qu'il faut aussi parfois faire le choix de l'expérience, que c'est une bonne chose, mais je suis persuadé que les jeunes ont des choses à apporter,
et je me mets dans ce camp-là aussi. J'ai 29 ans, donc naturellement, je pense que la jeunesse a quelque chose à apporter, a un regard peut-être différent sur un certain nombre de thématiques, et il faut les faire participer. Il faut aussi peut-être communiquer différemment, parce que moi je le vois, enfin je veux dire, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis pas persuadé que la plupart des politiques sont présents, en tout cas eux-mêmes, sur leur compte, sur les réseaux sociaux. Et je pense que voilà, tout ce qui est TikTok, etc., il faut aussi pouvoir se mettre au niveau de la jeunesse pour pouvoir échanger avec elle directement. Merci beaucoup Clément Coulon d'avoir Merci été à vous. avec nous. On rappelle que vous êtes candidat Les Républicains pour ces élections législatives anticipées.